Le cholestérol est une molécule essentielle à la vie. Chaque cellule de notre corps a besoin de cholestérol. C'est plus de 90 du cholestérol de notre corps qui est contenu dans nos différents organes et tissus. Un des organes qui en contient le plus, c'est le cerveau. Nos cellules ont besoin de cholestérol pour leur survie. Elles utilisent aussi le cholestérol pour fabriquer plusieurs autres composés organiques comme des vitamines, la vitamine D par exemple, mais aussi des hormones comme la testostérone ou l'hormone du stress, le cortisol. Mais pourquoi le cholestérol a-t-il si mauvaise réputation? Pourquoi votre médecin va demander un test de cholestérol à intervalles réguliers? Pourquoi moi, comme épidémiologiste, ça me préoccupe quand je prends connaissance de données populationnelles qui montrent que trop peu de gens atteignent les cibles de cholestérol sanguin? Le problème ne se pose pas lorsque le cholestérol se trouve dans nos cellules. Les problèmes surviennent lorsque le cholestérol est présent dans notre circulation sanguine. Mon objectif aujourd'hui est de donner un bref aperçu du métabolisme des lipoprotéines, les particules qui transportent le cholestérol dans notre sang. Je vais aussi tenter de démystifier le bilan lipidique. Pour que chaque cellule de notre corps dispose de suffisamment de cholestérol pour survivre, les organes qui absorbent le cholestérol, comme l'intestin, et ceux qui en produisent, comme le foie, doivent exporter du cholestérol vers d'autres tissus. Ce qui est fascinant avec les lipides comme le cholestérol ou les triglycérides, c'est qu'il s'agit de molécules hydrophobes. Elles ne se mélangent pas à l'eau. Si vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile et de l'eau, vous comprendrez ce que je veux dire. Dans notre sang, les lipides sont transportés par des particules qu'on appelle des lipoprotéines. Les lipoprotéines, ce sont des particules sphériques de quelques dizaines de nanomètres de diamètre. Elles sont à peine plus petites qu'un virus. En surface, elles contiennent des lipides comme des phospholipides et le cholestérol libre, et à l'intérieur, elles gardent des lipides hydrophobes comme les esters de cholestérol et les triglycérides. Dans notre circulation sanguine, il existe plusieurs types de lipoprotéines. Elles varient en taille, en densité et en teneur en protéines et en lipides. Plus les lipoprotéines sont grosses, moins elles sont denses. Les principales lipoprotéines sont, par ordre décroissant de diamètre, les chylomicrons, les lipoprotéines de très faible densité qu'on appelle VLDL pour Very Low Density Lipoproteins, les lipoprotéines de faible densité qu'on appelle LDL pour Low Density Lipoproteins et les lipoprotéines de haute densité qu'on appelle HDL pour High Density Lipoproteins. Les plus grosses lipoprotéines sont les chylomicrons. Elles sont fabriquées par les cellules de notre intestin et contiennent beaucoup de triglycérides. Les triglycérides contenus dans les chylomicrons sont des lipides qui proviennent de notre alimentation. Quand on ingère des lipides, on ingère des acides gras. Ceux-ci sont transformés en triglycérides. Un triglycéride est constitué de 3 acides gras incorporés à une molécule de glycérol. Donc 3 acides gras plus un glycérol, ça donne un triglycéride. Le rôle des chylomicrons est de transporter les triglycérides vers les muscles, qui pourraient utiliser les lipides comme source d'énergie, ou vers le tissu adipeux, nos réserves de gras, afin de les entreposer. Quand on est à jeun, la plupart d'entre nous n'avons pas de chylomicrons dans la circulation sanguine. Cependant, après un repas, et en particulier un repas riche en gras, les chylomicrons apparaissent dans la circulation sanguine pendant 2 à 4 heures pour revenir à des niveaux normaux 6 à 8 heures après le repas. Il n'y a pas seulement l'intestin qui sécrète des lipoprotéines riches en triglycérides. Le foie y participe aussi. Quand l'intestin diminue la sécrétion des lipoprotéines riches en triglycérides quelques heures après la prise d'un repas, c'est le foie qui prend la relève. Le foie ne sécrète pas de chylomicrons. Il sécrète des lipoprotéines de très faible densité, les VLDL. Les VLDL sont un peu plus petites que les chylomicrons, mais elles sont tout aussi riches en triglycérides. Elles contiennent aussi un peu de cholestérol. Leur rôle est essentiellement le même que celui des chylomicrons, c'est-à-dire de transporter les triglycérides vers les muscles pour leur donner de l'énergie ou vers le tissu adipeux afin de les entreposer. Quand les VLDL perdent leur contenu en lipides, elles vont se transformer en résidus de VLDL. Cependant, elles ne resteront pas sous cette forme bien longtemps. Elles vont rapidement se transformer en particules LDL. En bout de ligne, les LDL sont essentiellement des dérivés des lipoprotéines riches en triglycérides. Les LDL, c'est de la matière résiduelle. Mis à part leur implication dans les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, la véritable fonction biologique des particules LDL n'est pas très bien connue. Il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur le sujet. Et lorsqu'on regarde les études de population ou même les études génétiques, on constate que les personnes qui ont des niveaux très bas de cholestérol ont une santé physique tout à fait normale.
Les particules LDL seraient donc en quelque sorte des déchets métaboliques. Dans un bilan lipidique, une des premières informations qui sera utile est la mesure du cholestérol LDL. Le cholestérol LDL est essentiellement une estimation de la concentration de cholestérol transportée par les particules LDL. Il s'agit d'une mesure importante car chez la plupart des gens, c'est plus de 90 % du cholestérol présent dans le sang qui est transporté par les particules LDL. Étant donné que les résidus de VLDL et les LDL sont les seuls types de lipoprotéines qui peuvent s'inviter dans les parois de nos artères, la mesure du cholestérol LDL fournit des informations sur la quantité de cholestérol dans notre sang qui peut contribuer au processus d'athérosclérose et augmenter notre risque de maladie cardiovasculaire à long terme. Ainsi, lorsqu'on parle des particules LDL, on parle des transporteurs de lipides sanguins. Et lorsqu'on parle de cholestérol LDL, on fait référence à la concentration de cholestérol dans notre sang qui est transportée par les particules LDL. On connaît maintenant les chylomicrons, les VLDL et les LDL. Mais il y a un autre type de lipoprotéine qui a une meilleure réputation que celle que j'ai présentée à date. Je parle ici des lipoprotéines de haute densité ou les HDL pour High Density Lipoproteins. Le cholestérol HDL, c'est la quantité de cholestérol qui est contenue dans les particules HDL. On l'appelle souvent le bon cholestérol, parce que dans les études épidémiologiques, plus les gens ont des concentrations de cholestérol HDL élevées, plus leur risque de développer des maladies cardiovasculaires est faible. Ainsi, on parle souvent du cholestérol dans les LDL comme étant le mauvais cholestérol à cause de sa relation directe avec le risque cardiovasculaire, et du cholestérol dans les HDL comme étant le bon cholestérol à cause de sa relation inverse avec le risque de maladie cardiovasculaire. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que du cholestérol, c'est du cholestérol. C'est exactement la même molécule, mais qui est transportée par deux types de lipoprotéines. Il n'y a pas différentes formes de cholestérol dans le sang, certaines protectrices ou certaines plus dangereuses. Si notre cholestérol est transporté dans les LDL et que nos concentrations de cholestérol LDL sont élevées, notre risque cardiovasculaire peut être élevé. À l'inverse, si notre cholestérol est transporté dans les HDL et que nos concentrations de cholestérol HDL sont élevées, notre risque cardiovasculaire peut être plus faible. Certaines études ont démontré que les particules HDL pourraient avoir des effets anti-inflammatoires et pourraient faire sortir le cholestérol des plaques d'athérosclérose. Mais les effets bénéfiques du cholestérol HDL sont de plus en plus remis en question par les scientifiques et je vais tenter d'expliquer pourquoi dans le prochain épisode. Pour obtenir un bilan lipidique, on mesure les concentrations de triglycérides dans le sang. On mesure aussi le cholestérol total, soit le cholestérol qui est transporté dans toutes les lipoprotéines, les chylomicrons, VLDL, LDL et HDL. Cette information est moins pertinente parce qu'elle ne nous dit pas dans quel transporteur notre cholestérol est transporté dans notre sang. Est-ce que c'est dans les LDL ou dans les HDL? On va aussi mesurer directement le cholestérol HDL et par une formule mathématique qui s'appelle la formule de Friedewald, on va obtenir le cholestérol LDL. Plusieurs études ont démontré que les concentrations sanguines de cholestérol LDL et de triglycérides étaient directement associées au risque de maladie cardiovasculaire et que les concentrations sanguines de cholestérol HDL étaient inversement associées au risque de maladie cardiovasculaire. Une de mes préférées sur le sujet, c'est l'étude cardiovasculaire de Québec qui a été publiée en 1996. Des études comme ça, il y en a eu plusieurs centaines. Les résultats de ces études sont très constants. Les résultats de l'étude cardiovasculaire de Québec ont été intégrés dans une vaste analyse effectuée par un groupe de recherche qui s'appelle le Emerging Risk Factor Collaboration. Dans un article publié il y a quelques années, ils ont obtenu les données individuelles de 68 études prospectives à moyen ou long terme et ont colligé les données dont le bilan lipidique de plus de 300 000 personnes. Ils ont ensuite séparé les participants en 10 groupes égaux et ainsi, ils ont confirmé la relation dose-réponse entre les concentrations de triglycérides et le risque de maladie coronarienne athérosclérotique. Cependant, après avoir effectué un ajustement statistique pour des facteurs comme la tension artérielle, le tabagisme, le poids corporel, la présence du diabète de type 2 et les concentrations de cholestérol HDL, la relation entre les triglycérides sanguins et le risque de maladie coronarienne athérosclérotique ne semblait plus statistiquement significative. Cela signifie donc que les niveaux de triglycérides ne représentent pas tout à fait un facteur de risque indépendant des maladies cardiovasculaires. Pour le cholestérol HDL, on voit bien dans cette analyse que les personnes qui ont des concentrations plus élevées ont un risque plus faible de maladie coronarienne athérosclérotique. Finalement, ils ont étudié la relation entre le cholestérol qui n'est pas contenu dans les HDL et le risque de maladie coronarienne athérosclérotique.
Le non-HDL cholestérol, c'est en très grande majorité le cholestérol qui est contenu dans les LDL, mais aussi celui dans les VLDL. Comme son nom l'indique, on l'obtient en soustrayant le cholestérol HDL au cholestérol total. On voit ici la relation dose dépendante entre le cholestérol non-HDL et l'incidence de la maladie coronarienne athérosclérotique. La relation est aussi totalement indépendante des facteurs confondants. Chez la grande majorité des gens, pour quantifier le risque associé aux particules qui causent l'athérosclérose, une mesure du cholestérol LDL est suffisante. Dans certains cas, par exemple chez des personnes qui ont des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, des personnes qui ont des maladies lipidiques ou des triglycérides élevés, ou chez des personnes pour qui on se poserait des questions sur la nécessité ou non d'introduire une thérapie pour abaisser les lipides sanguins, on peut demander un bilan lipidique plus élargi. On va dans un premier temps calculer une mesure du cholestérol non-HDL. Une mesure des concentrations de l'apolipoprotéine B peut aussi être demandée. Une lipoprotéine, comme son nom l'indique, est composée de lipides et de protéines. Les protéines transportées par les lipoprotéines sont appelées des apolipoprotéines. Ce qui est intéressant à propos des lipoprotéines qui sont positivement associées au risque de maladie cardiovasculaire, c'est qu'elles contiennent toutes une apolipoprotéine, l'apolipoprotéine B ou ApoB, à raison d'une ApoB par particule. Ainsi, la mesure de l'ApoB donne une idée précise du nombre de particules en circulation sanguine qui peuvent contribuer au développement de l'athérosclérose. Il y a beaucoup de chercheurs au Québec et ailleurs qui militent pour que l'ApoB soit mesurée plus fréquemment en pratique clinique. C'est le cas du professeur Alan Snyderman de l'Université McGill. Il est le porte-étendard de ce mouvement. Ces recherches qui s'étendent sur une période de près de 50 ans ont démontré que dans certains cas, comme par exemple chez des personnes qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires, la mesure des concentrations sanguines d'ApoB permettrait une meilleure estimation du risque de développer des maladies cardiovasculaires à long terme que la simple mesure du cholestérol LDL. L'ApoB a aussi l'avantage d'être directement mesuré par des techniques biochimiques, alors que le cholestérol LDL est estimé par une formule mathématique. En résumé, le risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique est relié étroitement aux concentrations de lipoprotéines qui causent l'athérosclérose. Et celles-ci, comme les LDL et les résidus de VLDL, contiennent toutes une seule molécule d'ApoB. Et plus notre cholestérol LDL ou ApoB est faible, plus on augmente nos chances de vivre plus longtemps en meilleure santé cardiovasculaire. Dans le prochain épisode, je vous parle des méthodes les plus efficaces pour réduire le cholestérol sanguin de façon durable et efficace, données probantes à l'appui. Je vais tenter de déboulonner quelques mythes tenaces sur l'alimentation, le cholestérol et la santé cardiovasculaire.